Avant de lancer cet épisode, je vous présente notre sponsor QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française et le service client est basé en France. En description, QuickBooks vous offre moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Un grand merci à eux de soutenir ce podcast. Bon visionnage. Salut Jean, comment tu vas ? Salut François, ça va ? Et toi ? Très bien, je suis très content de t'avoir dans le podcast. Je pense que ça va être un échange plutôt cool. On va discuter de ton parcours, de Connexio et puis d'entrepreneuriat forcément, hein, c'est le sujet du podcast. Nous on s'est rencontrés au Web Today à Nantes, donc un super événement sur le web. Et du coup ça m'a permis de découvrir ton profil, ton parcours. Et du coup j'avais très envie de t'accueillir dans Serial Entrepreneur. Donc chacun de mes épisodes, je commence justement sur le parcours avant d'entreprendre. Toi, je sais qu'il est très riche, même si tu es encore jeune, hein, 30 ans finalement. Tu as un sacré parcours. Tu es née en Chine, tu es américaine, et du coup, tu as entrepris en France. Est-ce que tu veux me parler de ce parcours et me détailler un peu les grandes étapes jusqu'à ce que tu entreprennes finalement ? Oui, bien sûr. Donc déjà, en fait, super de revoir en fait, et cette fois à Paris. Pour moi, je dirais en fait, j'ai toujours en fait eu un peu ce parcours à la fois très multiculturel et aussi un peu atypique parce que je pense que je pensais en fait être la personne qui définit un peu chaque étape. En fait, j'ai un plan de 5 ans, 10 ans et finalement tu trouves que c'est pas si simple et c'est pas si facile de faire ça. Mais je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis, en Californie et j'avais en fait eu la chance de pouvoir en fait aller à Stanford pour mes études universitaires. Et comme quelquefois je suis passionnée par plusieurs choses en même temps. Je pense que ça c'est un peu peut-être un fil rouge dans mon parcours, c'est je suis passionnée par des choses et quelquefois je vais pas en fait vraiment avoir en fait fixé sur un plan en fait à long terme, mais je vais juste chercher ce qui m'intéresse. Et donc c'était dans ce cas-là en fait j'avais par exemple fait 2 formations, donc une formation en biologie et l'autre en économie. Donc, qui ne sont pas très liés. Après ça, j'étais consultante. Donc, je suis restée, en fait, in the Bay Area, donc près de San Francisco, parce que ça m'intéressait. Et j'ai travaillé pour des boîtes à la fois biotech, parce que j'étais toujours intéressée par la santé et aussi des boîtes tech, vu que c'était en fait Silicon Valley, j'étais un peu dans ça. Mais au bout d'un moment, je voulais un peu changer aussi parce que je voulais chercher aussi de comment je peux mettre certaines de mes compétences parce que j'avais aussi un profil plutôt quantitatif sur la data. Je faisais en fait des projets en fait qui analysaient en fait et qui mettraient plutôt profil mes compétences analytiques sur des différents projets dans en fait la sphère consulting, mais au bout de moi je vais mettre ça aussi pour d'autres en fait projets et aussi peut-être à la bénéfice des projets plus impact, et donc j'avais eu cette chance d'avoir la bourse Fulbright en 2015 qui est une bourse d'échange franco-américaine. Pour moi j'avais choisi en fait de travailler sur un projet qui portait sur l'inclusion des publics, des population immigrée et les enjeux d'accès en fait à différents services sociaux et aussi des services de santé. J'étais attachée à the Paris School of Economics, donc en 2015 quand je suis arrivée. Elles étaient vraiment en fait tout ce travail sur le terrain pendant 2 ans, parce qu'au bout d'un moment quand tu es économiste tu vois que des bases de données et tu vois pas vraiment les vrais enjeux sur le terrain. Et c'était en fait dans ce cadre-là, par exemple je suis allée sur le terrain, j'ai passé en fait des entretiens dans ce qu'on s'appelle des PASS à Paris, c'est des permanences en fait aux soins pour les personnes qui sont des cliniques en fait qui sont vraiment dédiées pour les personnes qui sont un peu hors système santé, qui n'ont pas en fait un sécu social, qui sont peut-être des personnes sans domicile, des personnes en fait qui sont sans papier. Donc c'était un peu ces rencontres-là, la situation qui se passait en 2015 aussi, qui m'a montré en tout cas sur des problèmes en fait d'avoir d'accès en fait des premiers services, donc les services de première ligne qui peuvent être le logement, les santé, ces services de base,
il y avait des solutions en fait et des services qui étaient très importantes, mais quand j'ai parlé avec certaines personnes justement qui étaient soit arrivées en France quelques mois jusqu'à quelques années, il y avait cette histoire qui était remontée et remontée encore, qui était ils avaient peut-être accès à des services de base, mais il y avait quand même en fait un trou quelque part pour en fait comment je vais pouvoir en fait aller plus loin dans ma vie d'intégration sociale et professionnelle, et pour moi en fait aujourd'hui en fait le numérique, il y a une place super importante. On avait tous vu ça aussi avec le Covid dans nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles. Et donc, c'était un peu comme ça, je suis arrivée un peu à créer un projet qui est devenu Connexio, d'essayer de voir qu'il y avait un besoin derrière. Et d'autre part, aussi, en fait, encore en termes de solutions, quelque chose qui était peut-être encore en fait en manque. Ouais, tu t'es vite rendu compte des problématiques autour du numérique finalement. On reviendra sur ce beau projet qui est Connexio juste après. J'aimerais revenir avec toi sur ta période d'études finalement, où tu as étudié à Stanford et à Harvard. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'études finalement ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Et je pense que pour moi, en fait, j'ai appris pas mal de choses. Je pense pas, en fait, je pense que j'ai tout retenu. Pour moi, je pense que ce qui était important aussi, c'est de savoir que, en fait, en tout cas, peut-être ça, c'est une approche aussi, peut-être, je sais pas si c'est américaine ou en fait dans d'autres cultures, mais le fait aussi qu'on peut vraiment challenger des choses. En fait, d'une manière en fait générale, parce que j'ai en fait appris des choses assez passionnantes en fait dans le domaine de la biologie. Comment ça marche aussi, les principes économiques dans notre monde et le marché aujourd'hui, mais on ressent en fait des compétences vraiment en fait plus des concepts plus intellectuels. C'était de ce fait aussi que j'avais eu des profs en fait dans ces universités qui ont dit mais il faut challenger en fait le statu quo, parce que en fait et vous êtes un peu ces future génération chez nous. Donc, en fait, oser, en fait, briser des choses, challenger un peu comment les choses sont faites, parce que c'est pas fixe. Parce que peut-être dans l'école plus petite, on a cette impression que tout ce qu'en fait, qui est donné à nous, c'est un peu la vérité, c'est comme ça marche et on questionne pas. Et je pense, donc, quelquefois, ça peut être déstabilisant aussi pour certaines personnes de dire, ah oui, tout ce que j'avais appris jusqu'à là, les hypothèses, les règles de comment ça marche le monde, ça peut changer. Donc, je pense qu'il y a une liberté derrière, mais aussi ça challenge un peu comment aussi nous-mêmes on peut être en fait avoir en fait une contribution aussi dans ce monde de futur. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup à la fois en fait d'un côté de optimisme aussi sur en fait ce qu'on peut en fait chacun et chacune on peut faire, et d'autre côté aussi un peu d'inquiétude, parce que ça veut dire que c'est très large et ça peut aussi être un peu effrayante. Ouais, donc un côté vraiment challengeant, et puis j'imagine aussi à travers ces études, ces professeurs, le bon moyen d'éveiller sa curiosité finalement sur plein de sujets, comme tu l'as fait, sur des sujets très différents, mais finalement potentiellement parfois qui peuvent être reliés aussi. Exactement, je pense que pour moi, par exemple, donc, j'avais vraiment testé des choses chaque année en université. J'ai vraiment fait, parce qu'on faisait beaucoup en fait des stages, des différentes expériences. Chaque année, j'ai testé en fait un monde super différent. En fait, après mon première année en université, j'ai travaillé en fait plutôt pour le gouvernement en Californie. La personne en fait qu'on s'appelle State Controller, c'est la personne en gros qui gère les finances pour tout l'État. Donc un État qui est en fait en termes de puissance en fait économique, ça peut être le 8e pays du monde techniquement. Donc c'était super intéressant de entrer en fait dans ce monde-là qui était vraiment quand même plus politique, gouvernement. L'année après, j'avais travaillé dans un laboratoire qui étudie en fait le vaccin polio. Donc, complètement différent, mais je vais tester en fait cet autre monde. Et après, 3e année, j'avais fait en fait plutôt quelque chose peut-être plus classique, qui était mon parcours économique, où en fait j'ai fait un stage dans une boîte consulting. Donc, mais pour moi, c'était je vais tester. Il n'y avait pas de, comme on dit en anglais, c'était moins en fait des risques à moins high stakes, parce que encore plus jeune, c'est un peu le moment de découvrir des choses. Et justement, plus jeune, c'est aussi le meilleur moyen de, comme tu dis, de tester un maximum de choses pour finalement trouver la voie dans laquelle tu veux aller et finalement pouvoir changer les choses dans cette voie-là en fait. C'est en testant un maximum de choses que tu t'es retrouvé à voir toutes ces problématiques autour du numérique finalement. Exactement, et je pense que pour tout le monde qui découvre encore, après je pense maintenant même sur le parcours d'entrepreneuriat, même si on est dans une entreprise et ça va être
l'intrapreneuriat. Je pense que tout le monde, on va être un peu plus entrepreneurial dans en fait, dans toutes nos vies aussi, quotidiennes, professionnelles aussi. Je trouve cet esprit-là, en fait, ça ne nous échappe pas de test and learn, de découvrir constamment des nouvelles choses, d'améliorer aussi. Et ma dernière question sur cette partie parcours, c'est quelle a été l'expérience qui t'a le plus marqué avant d'entreprendre, qui a vraiment été un véritable, tu vois, changemaker sur la suite? Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences super intéressantes. Pour moi, peut-être, par exemple, j'avais fait, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je pensais que je voulais faire une thèse en économie, donc je partais un peu dans tous les sens aussi. C'est bien parfois. Voilà, et parce qu'il y a un moment où je ne savais pas si je vais faire un business school ou je vais faire en fait une thèse en économie. Il y avait un moment que je ne pouvais pas choisir à chaque fois. Voilà, mais comme j'ai plusieurs passions. Dans ce cas-là, en fait, juste après avoir fini mes études, je suis partie, par exemple, quelques semaines en Ouganda. Avec un professeur qui était dans le domaine économie de la développement, donc tout ce qui est en fait des projets en fait dans en fait certains pays, comme en fait on est parti en fait dans des villes assez rurales en Ouganda pour étudier en fait des mesures de comment en fait aider les gens en fait mieux épargner, les enjeux de santé aussi quand tu n'as pas des cliniques ou la clinique la plus proche de santé est 50 km, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'était super intéressant en fait de faire ça, et donc elle nous a laissé un peu sur le terrain en fait aller en fait avec des enquêteurs, en fait juste poser des questions, explorer, peut-être découvrir d'autres thématiques de recherche. Et quelquefois je pense que ce qui m'a en fait une expérience en tout cas qui m'a marqué beaucoup, après peut-être ça peut être évident, c'est que je pense que quelquefois en fait on peut en fait penser que dans un monde en fait qui est de plus en plus divers, en fait on a des gens avec des opinions super différentes un peu de partout. J'avais eu des échanges, des entretiens avec certaines personnes qui m'ont montré, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous relient en fait tout le monde ensemble en termes de notre valeur, de comment on voit peut-être en fait la famille, l'éducation, un peu le futur. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui pour moi en fait c'était en fait super touchante, et aussi parce que ça montrait que n'importe quel coin on est dans le monde, on a quand même en fait des choses, des valeurs universelles qui appartiennent en fait à l'humanité. Exactement, malgré effectivement toutes les différences de culture, finalement il y a des choses qui effectivement comme tu dis sont complètement universelles en fait, comme voilà, la famille, etc., ce genre de choses. Donc c'est important de se le rappeler finalement. J'ai aussi envie de parler de la bourse Fulbright, qui est quand même une bourse plutôt réputée que tu as obtenue. Et je crois qu'aujourd'hui tu fais partie du comité de sélection de la bourse. Je fais partie, oui, de membre de board de la commission. Ouais. Est-ce que tu veux me parler un peu de cette bourse et de ce qu'elle t'a permis de faire finalement? Bien sûr, donc pour moi, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore la bourse Fulbright, c'était vraiment quelque chose qui date même en fait de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on se posait justement ces questions de... Il y avait en fait deux grandes guerres en fait, dans un espace de juste 30-40 d'années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux favoriser des liens entre des pays? Et donc c'est en fait un type d'échange entre les États-Unis et beaucoup de pays dans le monde, où l'objectif c'est d'avoir en fait des boursiers qui sont en fait envoyés dans les deux sens. Donc, par exemple, pour moi, je suis américaine, je suis venue en France, et vraiment d'approcher des différents sujets. Pour moi, j'avais quand même toujours en fait, eu cet angle un peu comparatif, parce que, par exemple, même sur les questions du système de santé, c'est super différent entre les deux pays. Le plus différent peut-être parmi... et donc, j'étais curieuse, je voulais en fait étudier ça, comment en fait ça se fait, en fait, comment ça s'applique aussi, quelles sont les conséquences en fait des différents systèmes. Et après, donc, pour moi, la bourse, en fait, c'était vraiment en fait quelque chose qui m'a permis de venir ici dans un premier temps en 2015, et je trouve que pour moi en fait à la base j'avais pas forcément certaines attentes. Pour moi je voulais en fait vraiment juste faire mes projets de recherche, vraiment étudier bien, et dans ce parcours à la base il y a quelques années, peut-être sur un parcours académique de éventuellement en fait étudier, faire une thèse en économie, et d'aller même dans un parcours très en fait universitaire, et donc c'est ça qui m'a quand même aussi en fait, d'une manière pas prévue, donner en fait les grains, enfin les premières idées aussi la genèse exactement de en fait lancer Connexio. Mais aujourd'hui, je trouve que des initiatives comme ça, donc ça peut être le Fulbright, mais plein d'autres choses, sont des belles exemples des initiatives aussi qui essaient de vraiment plus en fait fédérer
en fait, ramener du monde ensemble au lieu de vraiment cliver, en fait, parce que je vois que même selon ces dernières années, en fonction de où on est dans le monde, il y a quand même des opinions qui sont vraiment divisées parce que les enjeux politiques, il y a des choses qui doivent même pas être politisées qui sont. Donc voilà, mais je trouve que ces initiatives comme ça qui me permettent de faire des rencontres, des échanges entre des différentes personnes, parce que les boursiers aussi sont vraiment tellement des différents domaines, de l'art, de l'histoire, de mathématiques, vraiment tout domaine aussi. Je trouve ça c'est bien parce qu'on favorise plutôt en fait nos intérêts qui en fait nous relient ensemble, parce que c'est pour quelqu'un qui en fait est une personne qui est française mais qui va étudier ou en fait travailler sur un sujet en fait avec un professeur, avec une équipe, une université aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment en fait là pour essayer de pousser plus loin en quoi ensemble toutes les frontières scientifiques de nos futurs. Et donc, tu lances Connexio fin 2016. Est-ce que tu peux me raconter un peu en détail le moment où tu t'es dit ok, je vais lancer Connexio? Et juste avant ça, je vais quand même préciser ce que c'est Connexio. C'est une association et un organisme de formation qui forme aux compétences du numérique, donc des plus basiques aux plus avancées, et afin de faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Est-ce que tu veux me parler vraiment de ce moment, tu vois, qui a été pour toi un véritable changemaker, tu vois? Je pense en fait dans un premier temps et je sais que j'ai dit ça en fait dans d'autres occasions en fait c'est que si j'avais su peut-être tous les freins, les barrières, les obstacles. Tu l'aurais pas fait? Non. Parce que je pense que j'étais quand même super naïve. Je me dis, ok, je viens d'arriver dans ce pays, je vois qu'il y a un problème, je pense que je voulais juste lancer. J'ai pas en fait eu cette, en fait comme pour moi, je suis un peu, je pense, la catégorie d'entrepreneur qui est vraiment en fait impacté par un problème que je veux résoudre, et j'étais pas toujours, parce que j'avais tellement d'amis à Stanford, ils savaient depuis en fait 18 ans, ils voulaient être entrepreneurs. Pour moi, j'avais jamais eu ce bug de vouloir être entrepreneur. Presque, j'étais un peu contre. Je me dis, vous êtes que des entrepreneurs, je veux pas être. Je voulais en fait être un peu la minorité en fait dans ça, que ça m'a jamais en fait attiré. Mais je pense que pour moi, j'étais vraiment cette deuxième catégorie, peut-être des personnes qui étaient vraiment plutôt vraiment attirée par le problème, et je me dis mince, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de traiter en fait le problème, et c'est comme ça en fait j'ai un peu suivi ma passion en fait et j'ai créé quelque chose de plus long. Mais je pense que tout au début l'objectif c'est de vraiment proposer, avoir une initiative qui aidait des personnes tout de suite, et donc c'est comme ça je pense qu'une en fait, c'est quelque chose qui m'a, en tout cas, un moment qui a marqué beaucoup, en fait, les débuts de Connexio, c'est qu'on avait lancé, en fait, les premiers cours, parce que tout au début aussi, comme j'avais pas des sous, j'avais juste une idée, je parlais un peu mal français, j'ai essayé de pitcher Connexio. Tout au début, je suis allée, en fait, à la rencontre des potentielles salles de formation, et sur une quinzaine, il y a 14 qui m'ont refusé, parce que soit j'avais pas, en fait, l'argent, parce qu'il fallait payer pour les salles, ils n'ont pas peut-être très bien compris aussi le projet non plus, pour plein de raisons en fait, mais j'avais eu en fait juste une structure qui voulait tester, et je pense que ça a commencé comme ça, et à la fin de ce tout premier groupe des personnes, j'ai découvert que j'avais eu 3 apprenants qui étaient des personnes réfugiées qui venaient de la Soudan, et ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Et donc c'était un cours de 5-6 semaines quand même, donc ils sont venus, ils sont restés en fait la nuit, en fait comme on avait plusieurs séances, et ensuite ils ont parti en fait, donc mais ils ont fait ça, et je me dis c'est aussi d'un côté ça montre la motivation de certaines personnes à réussir, et d'autre côté je me dis le fait que quelqu'un est venu physiquement si loin, est-ce que ça montre aussi que peut-être il y a vraiment en fait manque de solutions potentiel, outre Paris, effectivement, partout en France, dans d'autres villes. Sur ces premiers mois, du coup, tu apprends le français super vite? Juste pour dire, en fait, ça marche juste pas si rapide, mais j'avais techniquement commencé à apprendre au lycée. Ouais. Mais donc, tu avais des bases? J'avais des bases, ouais. J'avais un peu, au moins la base, un peu oui, okay. Des règles, en fait, de grammaire, des bases, mais c'est vrai, sur la partie orale, c'était pas si évident tout au début, parce que je pense que, en tout cas en 2015, je pense que j'ai compris à peu près la moitié de ce qui était dit. Mais pour moi aussi, c'était important aussi, bon moment pour moi de travailler, par exemple, sur les projets de recherche, de quand même bien prendre le temps de comprendre, parce que si j'ai bien étudié un sujet, bien comprendre les besoins, il faut que on passe aussi par la langue pour la compréhension, pour beaucoup d'autres choses qui sont plus nuancées. Donc ça m'a pris du temps, oui. Et je pense que vraiment ici, en fait, même si vous écoutez des choses que j'avais fait il y a quelques années, c'est
pas du tout peut-être pareil que voilà. Mais je pense que c'est comme toutes les choses qu'on croit chez Connexio, c'est une amélioration en fait continue. L'apprentissage est continu de toute façon toute sa vie, hein, finalement. Tu cofondes Connexio, tu n'es pas toute seule, tu es cofondatrice, tu cofondes ça avec Binta Djameh. Comment tu rencontres Binta ? Donc, grâce au Fulbright, justement, okay. Elle avait participé, mais un an après moi, le même programme. Donc, elle est aussi boursier et elle a fait aussi plutôt ce qui s'appelle Teaching Assistant. Donc, elle était enseignement de langue, donc l'anglais, dans un lycée. Ok, très bien. Et ces premiers mois, comment est-ce que tu fais pour conceptualiser le programme de Connexio, le programme de ces formations ? Donc, tout au début, je pense qu'on était vraiment à toute petite échelle. Donc, pour nous, on savait qu'il fallait en fait vraiment travailler sur cette initiation en fait culturation au monde numérique. Donc, on avait en fait, je pense que c'était un peu tout ça qui est. Je pense que tout au début, c'est quand même difficile. Après, on a des challenges à chaque niveau, mais tout au début, c'était vraiment poser des questions parce que ce qui était bien d'un côté, c'est qu'il y avait des besoins. Donc, on avait une liste d'attente même tout au début auprès des structures avec qui on travaillait très localement. On avait trouvé cette première salle et après, il fallait vraiment avancer et vraiment développer un peu le contenu. Donc ça, on avait développé avec un autre groupe plutôt des bénévoles tout au début pour vraiment concevoir du contenu qui paraît en fait quand même accessible, mais aussi qui aidait des gens en fait à aller plus loin. Donc je pense que ça, on avait vraiment commencé à toute petite échelle avec une personne, en fait, un groupe d'apprenants qui est devenu 2 groupes, 4 groupes. Donc, vraiment, on a testé. Donc, je pense que les premières 2 années jusqu'à mi-2018, c'était vraiment des tests, en fait, vraiment pilotes, vraiment à petite échelle. On avait jusqu'à, en fait, je pense que jusqu'à les premières 200 personnes, on passait un peu dans ces groupes beaucoup plus petites en termes d'échelle d'activité. Donc, des sujets les plus importants, les plus demandés, finalement, au départ. Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, de formation au départ ? Oui, pour nous, en fait, je vais en fait quand même aider des personnes à comprendre c'est quoi le monde numérique déjà aussi, parce qu'il y a quand même aujourd'hui dans ce qu'on attend en fait dans le news, sur la radio, des différences aussi. Le numérique, bien sûr, c'est beaucoup des choses. Et si on veut vraiment travailler dans le numérique, en fait, être en fait sur un des métiers, donc pour nous, on a commencé plus simple, en fait, découverte de code, en fait, ces workshops pour vraiment en fait essayer des gens de comprendre. OK, si je fais ça, qu'est-ce que ça en fait va dire, qu'est-ce que ça va être pour créer ma première site web, vraiment d'aller dans des petits projets, de vraiment en fait mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre. Sinon en fait ça reste un peu très théorique presque et pas en fait si facile en fait vraiment d'entrer dedans où il y a des perceptions en fait que c'est juste pas pour moi parce que le numérique ça a l'impression c'est très peut-être ça demande beaucoup de maths, ça demande beaucoup de certains types de compétences et donc en fait d'un côté c'est un peu démystifier. Et aussi d'autre côté, c'est quand même de montrer en fait du concret en fait qu'est-ce que ça va être sur une base de projet. Donc voilà. Donc ça c'était en fait parmi les premiers sujets. Un deuxième c'était aussi sur tout ce qui est vraiment acculturation des bases. En fait les compétences en fait numériques pour nos vies en fait dans la vie pratique. Tout ce qui est démarche administrative, la partie aussi vie professionnelle, de justement toutes les démarches d'aller vers l'emploi. Aujourd'hui, de plus en plus qui nécessitent justement en fait prise en main en fait des outils numériques. Donc on était beaucoup sur ces premiers sujets et ensuite on avait développé et lancé des programmes plus intensifs, donc des formations certifiantes qui va aller juste à des titres professionnels. Mais on a vraiment en fait développé en fait au fur et à mesure selon les besoins, ce qu'on attendait aussi, ce que cherchaient les apprenants. Et au bout d'un moment on a dit parce que ça faisait en fait un moment qu'on avait fait des parcours plus courts, des ateliers en fait plus courts. Et au bout d'un moment nos apprenants ont dit mais on attend la formation certifiante. Long. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait et on veut ça avec Connexio. Et à force d'avoir en fait entendu ça depuis des mois et des mois, on a dit ok, on lance. On va essayer de tenter à lancer nos premiers programmes. Ouais, un fonctionnement vraiment 100% sur du feedback et en même temps c'est ce qui est le plus efficace. De parler directement avec les gens qui en ont besoin et de faire évoluer le produit finalement en fonction de ça, quoi. Donc 2016-2018, si j'ai bien compris, phase de test. Ensuite, qu'est-ce qui se passe un peu les grandes étapes de Connexio. Donc c'était en mi-2018 aussi pour moi en fait j'avais décidé d'être finalement à temps plein parce que pour moi je pense que c'est un peu je pense que je suis peut-être parmi les entrepreneurs je sais pas parmi en fait les autres aussi avec tu as échangé mais pour moi en fait j'étais quand même un peu prudente déjà aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais tester c'était pas du tout dans mon plan de vie de devenir entrepreneur mais au bout d'un moment il fallait faire un choix parce que soit ça restait quand même un projet
plus petite échelle, voilà, qui étaient menées, qui peuvent continuer, mais je sentis que derrière, il y avait quand même un besoin de vraiment amplifier ce qu'on faisait. Et donc, c'était à ce moment-là, en fait, j'ai fait un peu le choix. En fait, c'est soit on peut continuer sur la même, je pense que la même route, mais ça reste quand même petite. Ou en fait, ça c'est en fait 100% ou 200% et on y va au fond. Et donc, je pense que ça, c'était un moment clé. Ensuite, pour nous, je pense que, je cite ça aussi, je pense qu'il y avait un moment en fait important pour nous qui était en 2019 parce qu'on avait remporté le premier prix de Google Impact Challenge. Et ça nous a aidé aussi parce qu'on a commencé à avoir en fait une équipe plus importante. Donc en 2019, on était déjà en fait plus d'une dizaine. Mais je pense qu'avec ce prix-là, ça nous a aidé vraiment en fait à changer d'échelle. On avait commencé nos activités en fait hors Paris aussi, en Île-de-France, en d'autres régions, en d'autres pays aussi en 2019. Donc ça a vraiment commencé à développer à plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Alors, j'aimerais revenir quand même sur le fait que tu n'étais pas à 100% les 2 premières années. Tu faisais quoi à côté ? Les projets de recherche. Donc, okay. j'étais toujours oui, effectivement, sur tes projets de thèse, de recherche, etc. Mais autour de sujets finalement reliés à la fracture numérique, ce genre de... oui, plutôt avec ces casquettes plutôt d'études, d'approches. Mais pour moi, c'était important parce que Bien ça m'a aidé à vraiment comprendre les besoins des personnes pour ensuite proposer des solutions qui vraiment en fait correspondaient à leurs besoins. Mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais plutôt passé en fait l'espoir, les week-ends. Pendant quand même un moment. Voilà. Oui, c'était pas un projet complètement différent de Connexio. C'était quand même, il y avait certaines liaisons, même beaucoup. Après, on arrive en 2020, donc la période de pandémie. Comment ça se passe pour Connexio ? Quel impact la pandémie a sur l'entreprise ? Ouais, je pense qu'il y avait eu un double effet d'un côté parce que d'un côté c'était comme pour beaucoup de structures, beaucoup d'incertitudes, beaucoup aussi des enjeux parce qu'on avait dû fermer. En fait, on avait fermé, ensuite quelquefois on a réouvert en fonction de ce qui était possible, mais c'était cette adaptation permanente face à la situation. Je pense que qui quand même pose un peu lourd sur les équipes aussi parce que on pense qu'on avait en fait trouvé une situation, en fait un scénario, et ensuite en 2 semaines on change soit la situation parce que ça a passé de confinement à couvre-feu et ensuite beaucoup d'incertitudes. Pour nous, ce qui était important, c'est de déjà en fait assurer que nos apprenants allaient bien. Est-ce qu'il y avait d'autres, parce que pour nous c'était de assurer en fait qu'il y avait vraiment parce qu'il y a des besoins primordiaux aussi chez certains de nos apprenants, comme ils avaient pas pu accéder à certaines choses. Par exemple, on avait fait des sondages qui nous ont permis de découvrir que c'était plus de moitié de nos apprenants qui avaient soit en fait ni l'équipement ou ni la connexion, qui est assez important et assez dramatique aujourd'hui si on est un peu coupé de soit la connectivité ou soit en fait un utile assez performant. C'est presque comme on est coupé en fait du monde. Surtout en période de confinement, c'est-à-dire que si on n'a pas une connexion, le minimum de connexion, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, on est coupé du monde, quoi. Et donc pour nous, c'était vraiment d'assurer qu'il y avait quand même, s'il y a des besoins, en fait, on peut les aider, en fait, les orienter vers d'autres partenaires, même en fait, s'il faut une question d'isolation, en fait, la création, le lien aussi pendant cette période. Et après, dans un deuxième temps aussi, je pense qu'il y avait des adaptations. On avait dû justement introduire en fait chez Connexio, on avait en fait fait évoluer certains de nos parcours qui sont maintenant en fait aussi en ligne. Donc, vraiment d'avoir en fait d'autres offres qui a caractérisé Connexio. Et après, pour nous, c'est aussi d'avoir une prise de conscience assez importante aussi parce que d'un côté, en fait, nous, on avait dû adapter nous-mêmes. Et pour moi, je pense que c'était ce que j'avais aussi dit à certaines de mes équipes depuis le début, c'est il n'y aura pas un monde back to normal. En fait, ça ne va pas revenir en fait, jusqu'à ce qui était avant. Il y a juste un monde après le Covid et avant le Covid. Et je pense que les structures, en fait, si on a bien saisi ça, il faut en fait adapter et sortir plus résilient, plus forte. Et donc, c'était un peu, je pense qu'un peu la mentalité qu'on voulait adopter chez Connexio, c'est que parce que notre mission, on a vu aussi, il y avait une prise de conscience plus importante parce qu'aujourd'hui, on voit que vraiment, c'est difficile de passer, d'éviter, en fait, de passer par le numérique dans tous les aspects. Après, il y a quand même des lacunes, des différences de usage assez importantes. Et il y a certaines qui, quand même, vont empêcher, en fait, une réussite socio-professionnelle si, en fait, on n'a pas bien pris en main, en fait, bien accompagné des personnes. Donc, pour nous aussi, il y avait cette côté qu'il fallait vraiment, en fait, faire plus, peut-être même de travail de sensibilisation, même si maintenant, en fait,
avec le Covid, on est plus consciente, mais il y a quand même en fait certaines informations qui en fait sont importantes de continuer à passer aussi, de dire que ça va pas arrêter même avec ça. Ça va continuer à accélérer. On a juste sauté plus rapidement dans le futur qu'on avait anticipé il y a 2 ans. Et maintenant, comment on fait pour adapter et assurer que les personnes les plus impactées ne sont pas ceux qui sont les plus vulnérables? Tu t'es très rapidement rendu compte en fait que la pandémie allait transformer complètement les usages, et au final on s'est rendu compte voilà, de l'explosion de la visio, l'explosion des outils autour de la visio, et effectivement ces usages-là, si on les maîtrise pas à ce moment-là, effectivement on est coupé quoi, clairement, hein. Donc c'est important justement de s'être rendu compte rapidement de ça en fait, pour faire évoluer aussi le programme potentiellement de Connexio et l'orientation, la vision de l'entreprise. Donc j'imagine que ça a été un moment important quand même pour la vision stratégique en fait de Connexio. Oui, pour nous, je pense que en 2021, en 2022 encore, je pense qu'on va continuer à adapter parce que on a en fait nos activités qui vont vraiment cibler des personnes qui sont sur peut-être ces premières briques d'inclusion numérique, des personnes qui veulent aller vers ces métiers de demain, donc en fait aller découvrir, avoir en fait des activités plutôt de sensibilisation jusqu'à des programmes certifiants qui débouchent vers un titre professionnel. Mais aussi, je pense qu'on a commencé depuis 2019 de adapter des formations en fait au niveau des structures. Donc ça peut être en fait tous mes premiers en fait partenaires aux clients étaient des structures de l'OSS qui étaient des associations jusqu'à des entreprises sociales, des collectivités, et maintenant de plus en plus on a des entreprises de plus petite taille à de plus grande taille qui ont justement en fait identifié que la digitalisation était un jeu super important. Il y a des entreprises aussi qui veulent adopter des nouveaux outils, qui veulent intégrer ça dans leur pratique, mais d'avoir ça dans leur stratégie, c'est très bien, mais il faut qu'ils travaillent et embarquent les équipes, parce que finalement, c'est les équipes en fait dans leurs effectifs qui vont effectuer, qui vont prendre en main en fait et vraiment exécuter la stratégie. Donc, comment mieux accompagner les équipes, être sûr que si on pense en fait à tous les enjeux qui vont venir, qu'on est unifié dans les entreprises en fait au niveau de chaque structure, et on va en fait aller vraiment en fait ensemble. Donc pour nous, on voit que ça c'est en fait aussi en fait une des batailles assez importantes, que c'est pas en fait qu'on pense en fait exclusion en fracture numérique, c'est que des seniors, des personnes très éloignées qui sont en fait dans une dans une ville qui n'est pas connectée à Internet. Ça c'est pas du tout en fait, et on veut casser ces stéréotypes, montrer que ça impacte aussi des gens qui sont en situation d'emploi aujourd'hui, mais qui voient en fait une digitalisation importante au niveau soit en fait des tâches, des logiciels, la manière dans laquelle ils vont travailler, ça va changer. On sait qu'en France, on parle en fait d'ici 2025 d'une réqualification de jusqu'à la moitié des salariés. Au niveau mondial, c'est la même chose. D'ici 10 ans, c'est 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés par la digitalisation. Et dans ça, c'est 50% des personnes qui vont pas avoir des emplois qui vont disparaître, qui vont être remplacés, mais c'est des emplois qui vont vraiment changer. La manière dans laquelle les personnes vont travailler vont changer, et il faut que nous, en fait, tout le monde en fait qui est concerné, en fait, c'est une série de personnes, soit capable d'adapter en fait face à toutes ces évolutions. Ouais, et c'est vrai que ce stéréotype de se dire qu'il n'y a que les plus de 60 ans qui sont concernés par le fait de ne pas maîtriser les outils du numérique, effectivement, c'est complètement faux. Comme tu dis, les stats, elles sont folles, hein. Voilà, 40 à 50% des gens, en tout cas en France, sont concernés. Donc c'est une stat folle, en fait. Et quand on s'y rend compte, on se rend compte de ça, on se dit, ok, ouais, il y a du travail, en fait. Il y a beaucoup de boulot d'un côté. Peut-être on a sorti un peu de la crise en disant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais d'autre côté aussi, on a pris ça toujours un peu dans le sens positif, en disant qu'au moins, peut-être il y a plus de monde qui sent que c'est important, et c'est plus facile en fait de les embarquer parce qu'on a des exemples très concrets de jour au lendemain. On demande des gens de passer sur tous ces outils en visio, de faire en fait toutes les démarches en ligne, donc on voit il y a cette tendance, et c'est encore plus évidente. Ouais, ça permet vraiment de mettre en lumière finalement tous ces aspects de la fracture du numérique finalement. Donc le Covid a eu ses points positifs finalement. Est-ce que tu peux me parler un peu des moments forts, donc 2021 et puis aussi 2022 pour Connexio?
Chez Connexio en 2021-2022, donc en 2021, on était super ravis de pouvoir lancer nos premières activités à Bordeaux. C'était en avril. On avait développé quand même, on a initié beaucoup de travail avec des partenaires locaux pour justement savoir comment Connexio peut être un acteur complémentaire dans l'écosystème existant. Et ensuite, on avait lancé aussi à Lille en octobre, en fait, les premières formations. Donc, je pense pour nous, c'était des belles avancées dans nos programmes. On a aussi lancé des nouveaux parcours de formation aussi. Et ensuite, cette année, on a continué un peu dans ce chemin-là. Donc, on espère pouvoir justement développer nos premières activités avec qui on travaille avec des acteurs locaux à Nantes. Et aussi, on avait lancé dans 2 nouveaux pays. Depuis 2019, on avait commencé nos premières actions à l'international au Malawi, en Afrique. Et cette année, on avait lancé nos premières activités au Kenya, à Nairobi, en printemps. Et là, en fait, on a commencé aussi à initier nos premières activités en Jordanie, à Man. Ok, donc de très belles étapes. Outre la France, il y a aussi une partie internationale qui est importante. Oui, et pour nous, je pense derrière, il y a quand même cette fierté aussi d'avoir des équipes qui ont accompli un peu ça. Donc, on est un peu moins de 50 personnes aujourd'hui dans les équipes, mais je pense qu'une équipe aussi très internationale, plusieurs nationalités, des expériences, d'expertise, de parcours aussi. Je pense qu'on veut aussi travailler aussi pour avoir plus de diversité chez nous aussi, pour refléter aussi ce qu'on voit en fait et ce qu'on veut avoir dans le monde. Donc je pense qu'on n'aura pas réussi à faire ça sans en fait toute l'équipe derrière et bien sûr nos partenaires en fait avec qui on travaille depuis et certains qui nous ont soutenus depuis le début. Ce qui est important, les partenaires qui arrivent dès le départ, c'est marquant quand même. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu du fait de comment est-ce qu'on candidate pour faire une formation chez Connexio, combien ça coûte et qui sont un peu les gens qui candidatent justement chez Connexio? Oui, donc pour candidater, il y a plusieurs manières en fait d'arriver chez nous. Donc il y a beaucoup de monde qui vont aller directement un peu sur notre site web aujourd'hui, donc connexio.eu. Ensuite, il y a aussi en fait beaucoup de notre travail avec les partenaires. Donc ça peut être pour l'emploi, les missions locales, les acteurs vraiment en fait très localisés aussi, qui vont en fait aussi souscrire soit en fait leurs bénéficiaires, leurs adhérentes aussi, les personnes avec en fait ils vont accomplir en fonction de la structure sur certains en fait ça peut être aussi les réseaux sociaux, d'aller découvrir Connexio sur nos différents réseaux sociaux et après aussi beaucoup en fait bouche-oreille aussi des personnes qui découvrent à travers d'autres personnes dans leur réseau. Pour nous, en termes de coût, parce que je pense qu'une mission qui était assez clé depuis le début de Connexio, c'est que on veut justement en fait rendre nos formations accessibles à tout le monde qui en souhaite. Donc pour nous, pour les apprenants en tout cas, parce qu'on va trouver en fait derrière, on va tâcher de trouver en fait des financements publics et privés derrière, mais il n'y a pas de coût pour les apprenants. Parce que justement, en fait, on veut que le fait de pouvoir, pour nous, au bout d'un moment, on pense qu'il y a un droit presque universel de pouvoir, en fait, être inclus dans ce langage numérique aujourd'hui. Et c'est, en fait, un droit qui doit avoir tout le monde. Donc, comme on croit en ça, je pense que derrière, en fait, c'est aussi notre boulot qui devient aussi un peu plus, en fait, avec les années, plus des challenges parce qu'on veut avoir plus de monde qui soit formé et gratuitement. Voilà, donc c'est un peu ces différents modèles. Et aujourd'hui, je dirais vraiment, comme je pense que comme tu avais suggéré, hein, qu'il n'y a pas vraiment, en fait, on a des profils très variés en termes d'âge, en termes de niveau d'éducation, des parcours aussi. Par exemple, sur certains de nos parcours, on a des personnes qui étaient dans tout secteur d'activité avant, certains peut-être dans le numérique, mais pas sur les mêmes postes, d'autres qui étaient des boulangers, coiffeurs, journalistes, vraiment tout métier aujourd'hui. Des reconversions aussi. Oui, exactement. Des jeunes aussi qui débutent aussi dans différents pays. Donc, vraiment, pour nous, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas peut-être un caractéristique qui en fait, on a aussi, dans certains de nos programmes aussi, des personnes en situation de handicap. Dans certains de nos territoires, ça figure en fait d'une manière assez importante parmi les apprenants. Donc, vraiment, en fait, on veut rendre en fait, le numérique accessible et on adapte en fonction de parcours. Voilà. Mais je pense que quand même, je pense que quelque chose qui unifie, c'est quand même cette motivation quand même d'apprendre
apprendre, parce que pour nous, on n'est pas en fait là pour en fait vous aider juste un peu. En fait, vous débloquer une situation, c'est pas dans la médiation on travaille. On travaille en fait, on va orienter nos apprenants vers ces acteurs-là, mais on croit vraiment en fait sur l'importance de gagner en autonomie numérique. Et donc ça, c'est un travail plutôt en fait de plus et c'est pas super long non plus, mais c'est quand même plusieurs séances, ça peut être sur plusieurs semaines. Donc, des gens qui sont motivés, qui ont un projet comme professionnel de pourquoi j'utilise ça. Comme ça, en fait, pour eux, c'est clair. Et en fait, comme ça, ils peuvent en tirer le plus de nos formations. Ouais, Connexio va être la première étape, finalement, pour la suite sur les sujets du numérique. Oui, et on a des apprenants aussi, peut-être on a 3 grandes voies, des personnes qui vont aller en fait après nos formations, soit en fait en retour en emploi ou en fait en changement de poste parce que justement en fait ils voulaient en fait cibler notre métier, des personnes en fait qui vont continuer sur un parcours en fait de formation parce qu'on a des apprenants par exemple qui n'ont jamais eu un diplôme en France et donc pour eux c'est important en fait de pouvoir utiliser ce qu'ils avaient acquis pour aller plus loin dans leur parcours éducatif. Et en dernier on a aussi des entrepreneurs, aussi des personnes qui ont besoin d'avoir un toolkit, une boîte à outils assez générale pour pouvoir en fait aussi lancer leurs propres activités. Ok, intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Connexio? Alors, pas de chiffres financiers, plutôt des chiffres humains. Moi, c'est ce qui m'intéresse, donc plutôt... Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, en termes de nos activités, on a en fait donc cette présence dans 4 pays, une quinzaine de villes, 40 sites d'activités de formation. Et maintenant, je pense que je dois chercher les chiffres, mais près de 3500 parcours de formation réalisés dans nos en fait, différents sites. Et en termes de suivi, 6 mois après la fin de la formation, on a un suite de 72%. Donc, ça veut dire en termes de où nos apprenants sont, soit en fait en emploi, formation qualifiante ou en entrepreneuriat. Super, génial. Et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour Connexio? Donc, on a quand même cette ambition d'atteindre prochainement, dans les prochaines années, 10 000 bénéficiaires, 10 000 personnes. Pour nous, on a aussi cette volonté de continuer en fait à travailler sur notre présence géographique. On reçoit d'autres demandes aujourd'hui. Et pour nous, en fait, l'objectif, c'est comment on peut être capable de répondre à tous ces besoins aussi, parce qu'on veut aussi procéder et être sûr, on est solide dans en fait le développement et on va pas trop vite non plus, parce qu'on risque de pas faire en fait si bien la qualité. Donc, mais pour nous, en fait, on veut quand même avoir cette volonté de pouvoir être en fait d'ici les prochains 5 ans, par exemple, avoir des activités dans 10 pays. Une quarantaine de villes dans le monde aussi, où il y a justement en fait cet écosystème, ces collaborations en fait avec d'autres acteurs locaux aussi avec qui on travaille. On va pouvoir passer à la partie bilan. Et la première question, c'est est-ce que tu peux me parler du moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? Je pense que j'avais eu plusieurs moments difficiles. Parmi certains moments, je pense que, et peut-être certains on veut citer ça, c'était quand même aussi pendant le Covid. Parce qu'il y a un moment où c'est un peu difficile d'avoir une stratégie quand la stratégie et la situation autour de la stratégie changent. Donc, c'est comment, en fait... Mais je pense que c'était quand même pour ceux qui ont vraiment, en fait, vécu un peu cette expérience et un peu les leçons qu'on a pu attirer de ça, c'est quand même de vraiment, en fait, comment gérer, en fait, une situation plus de crise aussi, en fait, à plusieurs niveaux, parce que c'est, en fait, un enjeu opérationnel, c'est un enjeu financier aussi. Et donc, comment, en fait, vraiment, en fait, être capable de planifier. Et pour nous, en fait, au moment, il fallait avoir plusieurs scénarios, quoi. C'était simplement, il fallait pas juste avoir un plan A, parce que si jamais le plan A changeait, qui était souvent le cas, en fait, avec les changements, il fallait, en fait, vraiment, en fonction de plusieurs scénarios faits, donc, en fonction de qu'est-ce qui peut passer, avoir, en fait, au moins 3, et de dire, en fait, au moins, on avait planifié toutes les étapes. Donc, si on sait que ça va être annoncé aujourd'hui, d'ici les prochaines 5 jours, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que ça, même si dans ces moments d'incertitude, ça a aidé en fait à mieux planifier pour tous ces moments-là. Et après, je pense pour moi, peut-être ça c'est un niveau plus personnel, peut-être je compte un peu moins, parce que je sais que je suis en fait peut-être, après tout est relatif, mais je pense que quand j'ai lancé Connexio, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'affection pour mes équipes aussi, mais ce que tu apprends qui est quelquefois dur en fait quand tu es dirigeant, c'est parce que en fait j'aime bien mes équipes. Je pense que une des choses pour lesquelles je suis fière, c'est en fait on a des équipes qui sont super engagées, qui travaillent super bien ensemble, mais quelquefois en fait on peut avoir des scénarios en fait, mais c'est peut-être classique dans le monde juste de travail aussi, qu'il n'y a pas tout en fait les personnes qui arrivent qui sont des bons fits. Et donc
que c'est toujours dur parce que tu dis aussi c'est toi qui m'as recruté ou que peut-être il y avait des choses qui n'étaient pas si en fait difficiles en fait à percevoir en fait au moment de recrutement qui fit pas, et donc pour moi c'était toujours en fait pas si simple, et j'ai pris du choix beaucoup sur moi de dire mince ça marche pas, et je dois en fait pouvoir en fait faire une décision qui est peut-être pas bon pour une personne en soi, mais vraiment ce qui va être en fait bon pour la structure, pour l'organisation en fait d'une manière plus large. Ouais, tes deux réponses, je les ai eues à plusieurs reprises, justement, comme tu disais, dans le podcast. La première, effectivement, sur le côté complètement imprévisible de la situation, qui faisait qu'effectivement, il fallait avoir plusieurs stratégies parce que, voilà, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait la semaine d'après. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la deuxième, c'est la gestion de l'humain, qui est potentiellement la chose la plus complexe dans l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi imprévisible qu'une pandémie. donc ouais, c'est des choses qu'on a déjà eues sur Serial, et c'est intéressant justement de faire des focus là-dessus, sur aussi on parle des moments cool, hein, mais on parle des moments difficiles aussi, c'est bien. Et la deuxième question, c'est plus sur la fierté. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui sur ton parcours, sur Connexio, sur ce que tu as fait ces dernières années? Je pense vraiment c'est les histoires de nos apprenants, parce que quelquefois en fait quand tu es vraiment sur des sujets, des dossiers, les différentes choses, on peut oublier même pour nos équipes aussi quelquefois pourquoi on est là au fond, et je pense on a en fait tellement en fait des belles histoires aussi de nos apprenants, certaines qui reviennent et qui sont aussi des assistants formateurs, formatrices pour des futurs promos, des personnes qui ont fini les parcours qui reviennent en tant que bénévoles aussi pour des futurs. Je pense tous ces changements, ça montre aussi ce qu'on veut créer, c'est pas juste juste des formations un peu classiques, mais je pense que vraiment créer en fait un peu cette motivation de créer en fait une communauté autour, de vraiment essayer de faire plus du give back. Donc je pense que je suis fière en fait qu'on a en fait vraiment des apprenants qui ont bien réussi, ils ont pu en fait vraiment en fait avancer dans différentes manières grâce à ça. Je pense que là pour lequel on est là tous les jours, nous et nos équipes, et ce deuxième aussi d'avoir en fait réussi en fait à faire ça tout au début, en fait, dans un milieu que je connais pas, dans un pays où je connais personne, même pas trop la langue et tout ça. Donc, je pense mais c'est quelquefois, en fait, quand on a des choses, peut-être qu'on maîtrise moins, ou voilà, peut-être le fait d'être un peu naïf. Ouais, je pense que ça va assez loin, ouais. Je pense que c'est important parfois de l'être, tu vois, parce qu'effectivement, le challenge, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté, parce que l'entrepreneuriat, déjà, c'est difficile. Alors, effectivement, entreprendre dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu connais pas, et avec un écosystème aussi, et des écosystèmes que tu connais pas, forcément, la tâche est d'autant plus difficile. Et effectivement, comme tu dis, si tu t'étais rendu compte avant de lancer Connexio de tout ce que tu allais traverser, peut-être effectivement je vais pas lancer. Donc c'est bien parfois cette naïveté, tu vois, c'est important. On va passer sur la partie un peu plus inspirationnelle, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et la première, alors c'est une question très difficile, on me le dit à chaque fois, donc c'est très difficile. C'est, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure? Et je sais que, voilà, exactement, il y a beaucoup de rencontres et c'est compliqué d'en sélectionner une, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier? Oui, je pense que je vais parler en fait un de mes apprenants, parce que je pense que j'ai tellement d'histoires, en fait, je peux choisir. Chaque fois, c'est plus difficile ça. Mais par exemple, je pense que j'ai beaucoup des exemples aussi de mes apprenants, en fait, ici en France. Mais je vais parler peut-être d'un de mes apprenants, en fait, au Malawi. C'est quelqu'un qui s'appelle Stan. Quand je l'ai rencontré, en fait, ça faisait 12 ans il habitait, en fait, dans le camp réfugié au Djeleka. Et ce que je trouve, en fait, assez difficile, parce que je pense que aussi ça demande ces questions, justement, quand on est en fait dans différents pays. Je pense que ça donne aussi ce côté, en fait, d'un côté, oui, c'est différent, mais d'autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont universelles un peu partout. Et le fait qui est un peu dommage, parce que ce qu'on voit, c'est il y a des super talents un peu partout, mais on n'est pas né avec les mêmes en fait opportunités, accès, réseau, etc. Les mêmes chances. Exactement. Et pour moi, je pense que c'est quelqu'un de brillant. En fait, il a en fait beaucoup réussi en fait le programme, parce qu'il est aussi parmi justement les personnes qui sont revenues et
qui sont devenus formateurs pour des futures cohortes. Et pour moi, en fait, le fait que, en fait, au début, parce que même s'il était brillant, il pouvait pas travailler au Malawi avec les différentes règles, le fait, en fait, d'être, en fait, dans des situations un peu différentes, parce que dans un camp, en fait, c'est pas si stable, en fait, on sait pas si on va être, en fait, demandé en fait, d'être mobilisé ailleurs. Mais après, pour lui, le fait qu'il a pu, en fait, finir le programme, parce qu'on travaille, en fait, pour aider dans ces autres pays aussi, d'aider des gens à travailler en ligne, soit sur des plateformes de freelance ou autres, avec nos partenaires. Mais pour nous, en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir, en fait, passé un peu pour lui, en fait, et donner un peu ses clés, de pouvoir travailler en ligne, de pouvoir, en fait, gagner bien sa vie. Aujourd'hui, en fait, il est marié. Il a conçu une maison, en fait. Il a vraiment avancé. Il est, en fait, un membre assez important dans cette communauté. Donc, ce qu'on crée, c'est aussi, oui, c'est un peu l'impact sur sa vie, mais c'est aussi, chaque fois, en fait, on voit que c'est pas juste une personne, en fait, c'est sa famille, les gens qui sont autour de lui, et aussi l'impact qu'il peut avoir pour encourager d'autres personnes, de dire, en fait, j'ai un parcours, et en fait, il est un peu expert, en fait, dans certaines, en fait, missions en termes de tout ce qui est, en fait, transcription, en fait, traduction aussi est certifiée. Donc, en fait, il y a des projets où il gagne, en fait, facilement des centaines de millions d'euros aujourd'hui. Mais je pense qu'il a vraiment, en fait, été un exemple pour nous de quelqu'un, en fait, qui avait quand même pas les meilleures conditions. Et même malgré ça, même pendant le Covid, parce qu'on avait commencé, en fait, une partie de nos programmes pendant le Covid, il a, en fait, réussi. Et il voulait aussi revenir pour aider les autres. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ces histoires-là. Lui, et en fait, beaucoup d'autres, en fait, de nos apprenants qui, en fait, eux-mêmes sont des rôles modèles dans nos écosystèmes, et on veut continuer à propulser ça. Ouais, c'est des parcours très inspirants. Et justement, la question d'après, c'était qui sont les gens qui t'inspirent? Mais finalement, c'est relié. C'est, j'imagine, beaucoup aussi des apprenants, de par leur parcours, de partir d'un camp de réfugiés ensuite un changement de vie complet, tu vois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Oui, non, je pense que beaucoup de nos apprenants, en fait, parce que pour certaines, en fait, il y a justement, en fait, je pense qu'en France aussi, on voit, c'est quelquefois on a des barrières, d'autres types de barrières, justement, parce que soit, en fait, on n'a jamais travaillé encore en France, ou en fait, peut-être pour certaines, ils veulent changer, en fait, et faire une reconversion. Par exemple, on avait une apprenante, elle était serveuse dans un bar, mais elle était passionnée par le numérique. Donc, on a accepté dans notre formation, parce qu'on voit que quelqu'un, en fait, qui a cette motivation, cette appétence, il n'y a pas besoin qu'on doit, en fait, passer et faire, en fait, tout un parcours en sciences, en maths, voilà. Et elle a été la première de sa promo de cocher un CDI. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, aider des gens aussi à eux-mêmes, en fait, d'aller plus loin, dépasser, en fait. Et je pense pour nous, ça vient de eux quand même. C'est juste on veut être un peu catalyseur de tout ça. Ouais, la motivation et la détermination, c'est des facteurs qui peuvent justement amener à la réussite. Donc, c'est important. Et la dernière question par rapport à cette partie, c'est est-ce que tu as un conseil à me donner pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Qui hésitent exactement à se lancer. Donc je pense qu'il y a un que je donne assez souvent maintenant, c'est un peu, donc en anglais c'est un peu start before you're ready, qui est un peu en fait, qui peuvent être un peu paradoxe, parce que comment tu commences quand si tu n'es pas prêt. Mais c'est juste quelquefois je change avec des entrepreneurs qui quelques mois après, parce que j'ai eu un peu une première version de projet, ils vont me dire oui, mais j'attends ça avant que je lance officiellement. Et pour nous, en fait, c'est un peu dans tout le mode Lean Startup, de fait d'avoir, en fait, un MVP, donc une première version d'un produit viable. Je pense que le magique, c'est plutôt j'ai lancé, il faut que je itère super rapidement et je perfectionne mon produit. C'est là où il y a, en fait, tout le travail derrière, mais je pense qu'une première étape, même si on pense que le premier très très grande étape peut être le lancement déjà, mais je pense qu'il y a une étape qui est encore plus importante, qui est tout le travail derrière. Donc pour moi, c'est comme aussi tout l'aventure dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment marathon aussi. Donc si tu veux lancer dans ça, en moyenne, on dit quand même c'est entre 7 et 10 ans. Donc être préparé, en fait, c'est pas un truc dans 6 mois je change. Voilà, il faut que tu aies vraiment cette passion aussi pour aller plus loin, parce que dans les moments durs, si tu n'es pas convaincu parce que tu fais la mission plus profonde que juste peut-être je veux délivrer, en fait, être riche rapidement, ça marche pas. Ouais,
Et c'est clair que c'est ce que tu as fait au final avec Connexio, c'est-à-dire c'est cette première phase de test de 2 ans qui ont permis en fait de faire évoluer le produit sur les premières années et de faire ce que Connexio est aujourd'hui en fait. On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller? J'ai plein de livres. En fait, un que j'aime bien, que je cite souvent, mais quelquefois je change, en fait, j'essaie de changer les recos, comme ça je ne dis pas toujours en fait les mêmes livres. Mais je pense qu'il y a quand même un que j'aime beaucoup, c'était écrit par Ben Horowitz. Je pense que tu connais, c'est The Hard Thing of Hard Things. Oui, ok. Et j'ai lu ça, je me dis, ah oui, en fait, tu me parles les enjeux, j'aurais dû lire ça 6 mois avant, quoi. Donc ça, quand même, ça te met en fait en... Certaines questions, même si c'est un peu des questions peut-être presque logistiques, admin, c'est des sujets en fait assez importants en fait à traiter au bout d'un moment dans l'esprit entrepreneuriat. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Pas forcément relié à l'entrepreneuriat, mais qui t'aurait marqué, tu vois, ces derniers temps. Un film ou une série? C'est une bonne question en fait. Je pense que je suis peut-être un peu moi-même, un peu moins film ces derniers temps. Non, je pense que pour moi en fait, je sais que j'aime bien en fait suivre quelquefois en fait les parcours des entrepreneurs. Donc j'étais un peu fascinée. Donc je sais pas si je recommande en fait dans la totalité, mais je sais qu'il y a par exemple un récent série qui est sorti un peu sur Uber WeCrashed, un peu tout ça. Et je trouve que c'est un peu intéressant de un peu observer un peu l'intérieur, avoir en fait un autre regard sur ces parcours, parce que même si en fait c'était, je sais pas si un bilan plus négatif ou positif, mais ça montre un peu toutes les étapes. En fait, les babas, les os aussi, qu'on va en fait être confronté en fait au bout d'un moment. Donc, je trouvais que c'était à la fois un peu, oui, c'est un peu Hollywood, c'est du storytelling, mais il y avait aussi peut-être des choses à apprendre là-dedans. Après, en fait, il y a une série américaine, je trouve intéressante, mais j'ai regardé quelques épisodes qui s'appellent Ted Lasso. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne beaucoup de leçons de vie un peu intégrées dans la série aussi. Ok, plus développement personnel, on va dire. Oui. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a plusieurs séries sur des startups, sur des parcours d'entrepreneuriat qui sont sortis, notamment sur WeWork aussi, et sur Theranos. Ouais. Des parcours très différents, mais intéressants de voir aussi voilà, ces histoires qui sont assez folles, finalement. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Là, c'est vraiment un peu de tout. En fait, je suis quelqu'un, je ne peux pas en fait, être silent, donc j'ai toujours un casque. Ouais, okay. Donc, ça peut être... de temps en temps, quand je n'ai pas bien mis mes écouteurs, tout le monde dans les bureaux vont aussi écouter ma musique avec moi. Ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est ça. Non, ça peut être vraiment du rap. Jusqu'à la musique classique, jusqu'à reggaeton, donc j'aime pas de... En fait, j'aime bien changer. Ouais. Ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle? Oh, ça c'est une bonne question. J'aime bien en fait des modèles comme Tom's. En fait, ils avaient créé en fait cette marque où pour chaque paire de chaussures vendues, en fait, ils vont faire un don en fait quelque part d'autre pour quelqu'un qui n'a pas. En fait, c'est voilà. Donc je trouve que c'était super smart comme concept. Voilà. Ok. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée potentiellement? Si on n'a pas, il n'y en a pas, c'est pas grave. Comme ça, non. Peut-être tu m'avais déjà posé peut-être la question de où est le futur chez Connexio. Ouais. Mais après, non, je pense que c'est un peu, peut-être aller un peu dans le même sens aujourd'hui, quelque chose, et peut-être pour les lecteurs aussi qui sont intéressés en fait par ça, et même les manières de collaborer avec nous. Il y a bien sûr en fait ceux qui sont intéressés par nos parcours de formation qui peuvent candidater, mais on cherche peut-être pour ceux qui en fait, sont dans des entreprises actuelles. On a aussi des activités, on engage beaucoup avec les collaborateurs, soit en fait dans une démarche plutôt RSE pour en fait faire des ateliers en fait plutôt soft skills avec nos apprenants, de faire en fait du mentorat. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées de nous approcher pour en fait savoir un peu plus sur ce qu'on fait et comment on peut faire un partenariat. Et enfin, c'est et même de recrutement de nos talents. Pour certains en fait qui cherchent des artenants, et enfin c'est de dire aussi aujourd'hui en fait pour nos besoins, en fait pour les besoins par exemple même au sein des entreprises aujourd'hui sur les montées en compétences, sur leur accompagnement dans la digitalisation, on serait ravis aussi d'en discuter.
Oui, donc il y a toute une partie aussi B2B finalement, outre la partie apprenant qui est intéressante. Donc effectivement, si des entreprises sont intéressées pour devenir partenaires de Connexio, qui n'hésitent pas, on mettra les bons liens dans tous les cas en description de l'épisode. L'avant-dernière question, c'est est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes ? Oui, j'ai plusieurs, je pense. Je ne sais pas si tu avais déjà échangé avec Christian Vanizat de Make Sense. Non, mais Make Sense, je connais de nom, mais j'ai pas encore échangé. Je sais qu'ils viennent de fêter leurs 10 ans. Je trouve ce qu'ils ont fait assez incroyable. Il y a aussi Santiago Lefebvre de Change Now, le fondateur de Change Now. Ah oui. Aussi. Très voilà. bien. Ça fait 2 juste comme ça, mais ouais. C'est très bien, c'est parfait. Et la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Pour moi, je dirais en fait un entrepreneur, peut-être ça c'est ma définition, et je trouve ça c'est la partie un peu chouette parce qu'on avait dit qu'il y a des partie un peu plus difficile en fait à gérer dans ce job, tous les changements, les incertitudes. Mais pour moi, en tout cas chez Connexio, c'est un peu le mot aussi, jouer sur le mot, c'est le fait que je peux être dans ce rôle de vraiment échanger et essayer de connecter des gens, des structures, des mondes, des secteurs d'activité, rassembler, fédérer des gens et les mettre ensemble, qui sont en fait normalement pas dans la même salle, même endroits. Et je trouve ça super cool. Et ce sera le mot de la fin. Enfin, les mots de la fin. Merci beaucoup, Jean, pour cette discussion. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu aussi, toi qui nous as regardé ou écouté pendant cette petite heure. Comme je l'ai dit, on mettra tous les bons liens en description. Et puis, on se retrouve bientôt sur Connexio et puis sur Serial Entrepreneur. Salut, Jean. Merci beaucoup.